Bonjour à toutes, bonjour à tous. Rentrez pas s'il vous plaît, vous restez ici. L'opération de police est en cours, pas de passage pour l'instant. Merci. Impossible de documenter l'opération de police alors? Pas pour l'instant. Même avec une carte de presse? Même avec une carte de presse. C'est pour votre sécurité. C'est un scandale quotidien que nous ne voulons pas voir. Le sort inhumain fait aux exilés de notre pays. Humiliation quotidienne, harcèlement policier, entrave au droit d'informer. Vous l'avez vu sur ces images. À l'air libre s'est rendu à Calais. Vous verrez notre reportage. Et sur ce plateau, nous recevons l'eurodéputé écologiste Damien Carême, ancien maire de Grande-Synthe. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Bonjour Damien Carême. Bonjour. Vous êtes eurodéputé écologiste, ancien maire de Grande-Synthe, une commune du Nord où, face à un afflux d'exilés il y a 5 ans, vous aviez créé un camp humanitaire avec Médecins du Monde contre la volonté de l'État à l'époque. On y reviendra. Et avec moi, pour vous interroger aujourd'hui, Célia Mebroukine de la rédaction d'À l'air libre. Bonjour Célia. Salut Mathieu. Damien Carême, le drame des migrants, il continue. Drame qui se joue un peu partout en Europe, dans nos villes, à nos frontières. On va déplier aujourd'hui dans cette émission spéciale les différentes dimensions humaines de cette crise. Mais d'abord cette question, plus de 20 000 morts en Méditerranée depuis 2014, des exilés qui errent dans les rues de nos villes sans protection élémentaire bien souvent. Question simple, question cash, est-ce que l'Union européenne, vous êtes député européen, est-ce que la France, vous êtes un citoyen français, s'en foutent? Est-ce qu'ils s'en foutent? Une grande partie des citoyennes et des citoyens français et européens ne s'en foutent pas. Les dirigeants s'en foutent. Je crois pouvoir l'affirmer aujourd'hui parce que l'évidence est là. On a des choses documentées de ce qui se passe, des refoulements qui ont lieu à la frontière grecque, qui ont lieu à Malte, qui ont lieu dans les Balkans. Et on a un mal fou au niveau européen à le faire reconnaître par les pays, au point où j'en suis à demander une commission d'enquête parlementaire. La discussion va démarrer cette semaine. Oui, les dirigeants s'en foutent. Les dirigeants nivellent par le bas l'accueil de ces exilés sur le territoire européen. Est-ce qu'ils ne veulent pas les voir ? Ou est-ce que les reconnaître dans le débat public serait pour eux créer des problèmes politiques et donc ils n'ont pas envie de s'embarrasser de cette question? Est-ce que ces gens-là ne les dérangent pas finalement? Je ne sais pas s'ils les dérangent. C'est toute la rhétorique qu'il y a autour de l'accueil de ces migrants qui les dérange et qu'ils font leur aujourd'hui. Et c'est la rhétorique employée par l'extrême droite depuis des années. Vous savez, le fameux appel d'air, par exemple, c'est quelque chose qui a été lancé par l'extrême droite il y a quelques années et qui est repris aujourd'hui par tous les gouvernements, de gauche ou de droite en France et partout en Europe. Donc voilà, il y a ce refuge-là de faire peur aux populations, de voir ça comme un problème. Mais il n'y a qu'à voir les chiffres, c'est vraiment pas un problème. Il y a très peu de réfugiés, on accueille très peu de réfugiés sur notre continent européen, mais on en parle toujours comme un problème, comme quelque chose de lourd en face duquel on ne sait pas quoi faire. Or, on a des solutions. On peut les accueillir aisément sur notre continent et dans notre pays. Alors on va en parler, mais ce drame en Europe, justement, il se joue d'abord en mer, quand les exilés quittent leur pays pour traverser la Méditerranée. Notre journaliste Nejma Brahim est depuis quelques semaines à bord de l'Océan Viking, le bateau de l'association SOS Méditerranée qui sauve des migrants en mer. En 48 heures, ce bateau a recueilli 374 migrants lors de 4 sauvetages au large de la Libye, dont 165 mineurs, plusieurs bébés et des femmes enceintes. Le bateau est désormais dans le port d'Agusta en Sicile, où les migrants sont en train de débarquer à l'heure où nous tournons cette émission. Parmi eux, Mohamed, un Ivoirien de 17 ans. À Nejma, il a raconté son périple et ses rêves d'Europe. Ça fait combien de temps que tu as quitté ton pays? J'ai quitté mon pays, ça fait cela 2 ans. Tu es passé par quel pays? Et j'ai fait le Mali, l'Algérie, la Libye et me voilà en Italie enfin. Comment ça s'est passé en Libye pour toi? Pas du tout facile. Pas du tout facile. La liberté n'existe pas en Libye. La Libye, c'est pas un principe pour un être humain. Oui. Tu as fait de la prison? Malheureusement que moi, j'ai été kidnappé 2 semaines. Vous voyez, j'ai été kidnappé 2 semaines et on m'a demandé des rations. Mais vu que je n'avais pas de parents pour payer la ration, après les 2 semaines, j'ai été relâché. Quand j'ai été dans le bateau de Ocean Viking, je n'ai pas pu ressaisir mes larmes. Je pleurais comme un enfant. Mais pas de tristesse, mais plutôt de joie. Parce que quand je pensais à tout ce que j'ai traversé et à mon histoire, et je pense que l'Europe pourra nous donner une seconde chance.
C'est un soulagement pour toi d'arriver en Italie? C'est un très grand soulagement. C'est un très grand parce que je me sens déjà en liberté. Et quels sont tes projets pour la suite? Qu'est-ce que tu espères faire? Je me dis encore, je suis encore jeune, à 17 ans, on peut faire beaucoup. Je veux d'abord être encore scolarisé s'il le faut. Et sur 20 jours, mon rêve qui est un jour être un littéraire, un écrivain ou un journaliste. C'est ça mon rêve. Et je pense que l'Europe est la mieux placée pour me rassurer cet avenir. Pour l'heure, Mohamed et les centaines d'autres migrants attendent de pouvoir poser vraiment le pied sur le sol européen. Des agents du ministère de la Santé italien sont montés à bord pour réaliser des tests Covid et répertorier les cas médicaux les plus importants. Les migrants y seront ensuite placés en quatorzaine dans ce grand bateau bleu et blanc qu'on voit à l'image. Le périple, évidemment, pour eux, n'est pas terminé. Damien Carême, Mohamed, ce jeune Ivoirien de 17 ans, il nous dit d'abord qu'il a été kidnappé en Libye. Il veut devenir écrivain et journaliste. Il parle français comme vous et moi. Qu'est-ce que vous lui dites à ce jeune homme ? Qu'il y aille, qu'il persévère, ça ne va pas être un parcours facile. On le voit dernièrement à Besançon avec ce jeune apprenti boulanger qui a failli être expulsé. On le voit aussi à Nantes. Il y a eu une intervention de plein de personnalités pour faire en sorte que des jeunes qui sont intégrés, qui font un certain nombre de démarches et qui arrivent aux portes à 18 ans, tout se ferme et ils sont sous la menace d'une obligation de quitter le territoire français. Donc il faut agir, il va falloir persévérer, il va falloir se faire accompagner. Et dedans, c'est pour ça que je dis tout à l'heure qu'il n'y a pas, les citoyens ne s'en foutent pas, il y a des mouvements de citoyens qui soutiennent toutes ces personnes qui veulent s'intégrer. Comment on peut concevoir aujourd'hui, en 2021, qu'on laisse en gros des associations comme SOS Méditerranée largement faire le travail de secourir des gens qui, sans eux, les 390 migrants qu'on a vus, probablement que sans eux, certains seraient à l'eau, certains se seraient noyés aujourd'hui. Comment on peut envisager cela ? On ne peut pas l'envisager. Moi, je ne l'envisage pas. Je le redis, je le dis sans arrêt, je le dis au Parlement européen. On a raté un vote de 4 voix au mois d'octobre, il y a un an, pour que l'Europe organise les secours en mer plutôt que de laisser des ONG faire, comme un certain nombre d'associations, et elles sont nombreuses en France, de citoyens qui sont des hébergeurs volontaires aujourd'hui, parce que sinon, ces gens seraient à la rue, pour beaucoup, par milliers, seraient à la rue. Et c'est proprement scandaleux que et la communauté européenne et les États membres de cette Europe ne fassent pas leur job en ne laissant pas ces gens-là mourir en mer ou rentrer dans des parcours qui sont complètement ignobles et inhumains. C'est-à-dire qu'au Parlement européen, il y a encore une majorité du Parlement qui n'est pas favorable à une prise en charge par l'Union européenne de ces sauvetages. Oui. Il y a eu une majorité à 4 voix près. À l'époque, il y avait encore la Grande-Bretagne, donc sur les 705 eurodéputés. Mais il faudra recommencer, il faudra repartir au vote. On est reparti là sur les rediscussions du pacte asile-migration pour voir dans quelles conditions. Celui qui nous est proposé maintenant, il est pire que le précédent parce qu'on nivelle par le bas encore les exigences. Et aujourd'hui, on l'appelait le protocole, la directive Dublin il y a quelque temps. Aujourd'hui, moi, j'ai dit que c'était la directive Budapest parce qu'on s'est aligné sur les désirs d'Orban dans cette Europe-là vis-à-vis de la politique de migration. Et c'est pas possible qu'on laisse faire cette politique-là. Viktor Orban, dirigeant à droite toute, d'extrême droite, donc on est aligné sur ces politiques. C'est laisser les camps, finalement, en Grèce, laisser les gens s'accumuler, laisser les gens, les pays du première entrée en Europe s'occuper de la demande d'asile et permettre maintenant aux États qui sont à l'extérieur, la Suède, la France, l'Allemagne ou ailleurs, d'organiser le retour depuis la Grèce, depuis l'Italie, depuis l'Espagne, sans finalement en se lavant les mains et uniquement en prenant en charge le retour de ces personnes-là. C'est pas comme ça qu'on... C'est pas comme ça c'est pas l'Europe qu'on veut, c'est pas l'Europe de la solidarité, c'est pas la naissance de l'Europe, c'est pas ce qui a contribué à la naissance de l'Europe. Alors dans votre viseur, il y a de celui de beaucoup d'eurodéputés de gauche, on va dire au sens large, l'agence Frontex, qui est le garde-frontière européen, agence accusée d'avoir assisté à des refoulements de demandeurs d'asile au large de la Grèce sans les avoir sauvés, soit même d'avoir bloqué des canaux de migrants ou carrément de les avoir renvoyés vers les côtes turques, ce qui est interdit par le droit international. Damien Carême, son directeur, le français Fabrice Légéry, doit-il démissionner ? Oui.
Oui, et on doit faire la lumière sur ce qui se passe aux frontières européennes, et pas seulement avec Frontex, avec un certain nombre d'États, à Malte, en Grèce, en Italie. On ne peut pas attendre que les États nous donnent des explications. Il faut qu'on mette en place une commission d'enquête parlementaire et que ce soit les parlementaires qui aillent enquêter sur le terrain. Mais oui, dès à présent, Fabrice Leggeri ne peut plus rester à la tête de Frontex. Il y a eu un autre scandale qui est arrivé, financier, sur les moyens des fêtes organisées par Frontex. Et voilà, c'est un autre scandale. On voit Fabrice Leggeri là à l'écran, et donc vous appelez aujourd'hui à sa démission, comme pas mal d'eurodéputés, je crois, de la gauche du Parlement européen. Une question, vous avez dit sur Twitter, je crois, on parle beaucoup du mur de Trump, mais en fait on fait la même chose, nous, en Europe. Bien sûr, 1000 km de mur. 1000 km de mur en 10 ans, on a dressé. Enfin voilà, c'est une Europe forteresse aujourd'hui. Donc on a la même politique que Donald Trump ? Bah oui, on refuse les exilés, on refuse de mettre en place des corridors humanitaires, on refuse d'accueillir dignement ces personnes. Je suis allé à Samos il y a un peu plus d'1 an aujourd'hui. J'ai vu, oui, en Grèce, dans un des hotspots donc de ces organismes, enfin comment on appelle ça, cette organisation européenne pour accueillir les gens qui arrivent dans les premiers pays européens pour la demande d'asile. J'ai vu des gens qui sont pas dans l'illégalité, ils venaient du Kurdistan, qui venaient de se faire bombarder par Erdogan. Ils arrivent en Grèce pour demander l'asile en Europe, donc ils vont déposer leur dossier de demande d'asile dans ce camp-là. On leur donne un rendez-vous, on était en octobre 2019, en février 2021. Pendant 14 mois, ces personnes vont rester sans accès à rien, parce que le camp était prévu pour 647 personnes, ils étaient 6000 à Samos. Et donc, pas d'accès à des douches, pas d'accès à des sanitaires, pas d'accès à la distribution alimentaire, rien. Et c'est pas possible de continuer comme ça. Et je prends l'exemple de Samos, mais c'était encore pire à Lesbos. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Lesbos a brûlé, on les met quelque part. Il y a un autre scandale, qui est un scandale du plomb qui arrive dans ce camp-là, où on a mis sur un ancien champ de tir, d'entraînement militaire. Et donc il y a des scandales sans arrêt. On ne peut pas continuer à accueillir et à refuser d'accueillir comme ça sur notre territoire européen. Alors, Célia, cette crise migratoire, elle n'est pas juste en mer, hein, loin de nos regards sur les océans, mais elle se déploie en réalité chaque jour au cœur de nos villes, tout près de nous. Exactement, Mathieu. Hier, avec Youmni Kezouf, on était dans le 16e arrondissement de Paris, où le collectif Réquisition avait ouvert les portes d'une ancienne école vide depuis 2 ans pour mettre à l'abri 150 personnes à la rue. L'objectif, visibiliser les personnes exilées et demander la réquisition des logements vides pour les héberger. Il neige, il fait froid, il y a le Covid, il y a un 3e confinement qui se profile. On veut tout simplement que ces gens vivent dans d'autres conditions et on veut faire cette action symbolique pour que l'État propose des solutions. Je crois qu'il y a tous les hôtels de France qui sont vides. On peut imaginer qu'en un claquement de doigts, toutes ces populations soient mises à l'abri. Ce qu'on veut faire passer à notre gouvernement comme message, c'est qu'on rendra visibles les invisibles. On ne lâchera pas, que ce soit à Paris ou dans d'autres régions de France, des collectifs s'organisent pour visibiliser ces invisibles. Alors, des agents municipaux sont quand même rapidement intervenus, mais les associations ont pu obtenir de la mairie de Paris une solution de relogement pour le soir même. 2 gymnases ont été ouverts pour accueillir les personnes présentes. Merci Célia. Damien Carême, ces associations réclament la réquisition de logements vacants pour loger tous les gens à la rue, parfois des mineurs. Vous l'avez dit aussi, souvent des demandeurs d'asile. Pourquoi on ne le fait pas? Et particulièrement pourquoi des villes comme Paris, avec des maires de gauche et des écologistes dans la majorité de votre propre parti, ne le font pas? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je ne comprends pas. Effectivement, je l'ai fait chez moi. Alors, je ne souhaite pas faire des camps. C'est pas l'idée de refaire des camps partout. Mais parce que j'avais pas d'école vide, j'avais pas d'ancien hôpital, j'avais pas d'ancienne caserne, j'avais pas de vieux bâtiments à ouvrir pour héberger ces personnes. Donc, on a construit, non pas avec Médecins du Monde, comme vous le disiez tout à l'heure, mais avec Médecins sans frontières, même si on travaillait avec Médecins du Monde. Mais rendons à César quand même ce qui est à César. Et donc, on peut accueillir ces personnes-là. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Je suis, et je milite en tant que président de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, avec un certain nombre de collectivités, dont la collectivité de Paris, à l'accueil inconditionnel. Qu'est-ce que vous diriez à Anne Hidalgo là, sur cette situation? Enfin, voilà, on travaille ensemble et il faut ouvrir. On ne peut pas laisser ces personnes là. Il faut les rendre visibles. Il a raison, Yann Manzi, d'Utopia 56, dans le reportage. Il ne faut surtout pas jouer la politique du gouvernement qui joue l'invisibilité et le ras-le-bol des bénévoles. Moi, j'en connais des bénévoles à Grande-Sainte. Ça fait 20 ans qu'ils sont là pour aider
des exilés qui arrivent sur le territoire. Ils sont épuisés et c'est ça que joue l'épuisement que joue le gouvernement aussi. Il ne faut pas céder à ça. Et il faut effectivement, il faut en arriver de temps en temps à un rapport de force, et ce qu'a fait Yann Manzi avec Utopia 56 hier, pour faire en sorte qu'on ouvre et que ces gens ne soient pas à la rue, surtout en cette période-là. Alors quand vous avez créé le camp à Grande-Synthe, c'était contre la volonté de l'État au départ. Au départ, c'est le gouvernement Valls. Le gouvernement Valls vous a dit vous allez créer un appel d'air. Finalement, il y a eu des discussions après qui ont fait que ça a un peu régularisé la situation d'une certaine façon. Mais c'était le premier argument, il y a un appel d'air. Et le deuxième argument, quand le camp a brûlé, parce qu'il y a eu visiblement, vous allez peut-être me confirmer où on est l'enquête d'ailleurs, une rixe au sein du camp qui a fait que ça a fini par s'enflammer. C'était un camp en bois. On vous a dit, ah bah voilà, c'est bien la preuve que ça ne marche jamais. Quelle réponse vous faites à la fois à l'appel d'air et au fait qu'on vous dit, bah voilà, on leur fait un camp et puis alors, du coup, ça brûle à la fin? C'est pas moi qui fais la réponse de l'appel d'air, parce que ça serait ma réponse à moi. C'est tous les spécialistes des migrations qui ont fait des analyses sur l'appel d'air. Et jamais il a été prouvé que parce qu'on organisait un accueil quelque part, ça a attiré des réfugiés, des migrants, des exilés, peu importe comment on les appelle, par milliers. C'est pas vrai. Donc le prétexte de l'appel d'air, c'est le prétexte à ne rien faire. Et les gouvernements qui se succèdent depuis effectivement Bernard Cazeneuve, qui était à l'époque ministre de l'Intérieur, jusqu'à aujourd'hui Darmanin, c'est parce que j'ai eu la confirmation en étant à Grande-Synthe il y a 3 semaines et en rencontrant le sous-préfet de Dunkerque, il n'y aura pas de lieu d'accueil sur le littoral pour éviter ces appels d'air. Donc ça, déjà, c'est le prétexte à ne rien faire. La deuxième question, c'était le fait que le camp a brûlé, a fini par brûler, et qu'on vous a dit, voilà, c'est bien la preuve, vous voyez. Non, c'est parce que le camp a brûlé, pourquoi? Parce qu'au départ, on avait mis 1500 personnes dans ce camp-là. Et je m'étais engagé, et c'est vrai aussi avec ma population à l'époque, c'était de réduire l'accueil, la capacité d'accueil du camp, parce que c'est une ville de 23 000 habitants, on avait jusqu'à 2500 exilés sur le terrain, 1500 dans ce camp-là, donc c'est de réduire, parce que c'est pas possible de faire de l'insertion et de jouer l'acceptabilité des populations quand on a trop de personnes à faire, quelles que soient les catégories de personnes, d'ailleurs, si c'est des personnes âgées, des personnes handicapées, des personnes, des gamins, enfin, ou d'autres. Vous demandiez l'aide de l'État. Et oui, et donc on avait réduit, puisqu'à un moment, le camp, on avait diminué le nombre de personnes accueillies sur le camp, on était diminué à 700, parce que l'État, du coup, avait fait des demandes d'asile, avait reçu des gens, et puis ça continue à passer en Angleterre, quels que soient les murs, les barbelés, ça continue à passer derrière. Pourquoi il a brûlé? Parce que Calais a été démantelé, et qu'il y a 600 Afghans qui étaient venus, et les communautés afghanes et communautés kurdes, qui étaient à Grande-Synthe. Il y a eu risque à un moment, mais pendant des mois, on a appelé l'État en disant ouvrez-nous des places pour désengorger le camp, parce que ça commence à friter et qu'ils sont trop nombreux sur le camp, il faut nous aider. Et l'État n'a rien fait. Et comme par hasard, le jour où ça a brûlé, on a retrouvé 1240 places, très exactement, j'ai encore ce chiffre en tête, parce qu'avec le préfet, on est allé persuader les personnes qu'on avait hébergées dans les gymnases quand le camp avait brûlé, de se rendre dans les structures d'accueil, parce qu'il n'y avait plus rien pour les accueillir à Grande-Synthe. On a trouvé en quelques jours 1240 places en France. Donc c'est possible. C'est possible. Un mot pour qualifier, juste avant de passer au reportage de Célia à Calais, justement, un mot pour qualifier la politique migratoire de ce gouvernement. Ben, c'est la politique du refus, c'est une politique d'extrême droite. Enfin, moi, d'ailleurs, l'extrême droite applaudit des 4 mains ce que fait aujourd'hui le gouvernement. Donc, ils n'ont rien à redire sur ce que fait le gouvernement. Donc, je n'ai pas plus de commentaires de faire que ça. On ne fait rien. On veut invisibiliser, on rend difficile, on essaie de persuader nos voisins européens d'aller dans cette voie-là. Donc, c'est une politique indigne. C'est une politique qui n'est pas digne de notre nation dite des droits de l'homme. Mais c'est que de la déclaration des droits de l'homme, c'est pas dans les actes. Transition toute faite donc avec notre reportage, Célia, à Calais, à 30 minutes de votre ville, Grande-Synthe. Donc il y a Calais, dans le Pas-de-Calais, Calais où on est allé, Célia, en fin de semaine dernière. C'est ça, Mathieu. Alors Calais, c'est un peu l'épicentre de la question migratoire en France depuis une vingtaine d'années. Et la ville en porte les stigmates. On voit partout des barrières, d'abord autour des autoroutes pour empêcher les personnes exilées de monter dans les camions à destination de l'Angleterre, mais aussi autour de simples espaces verts pour les empêcher d'y installer leurs tentes. Ici, les évacuations sont récurrentes. Voici des photos d'une évacuation d'ampleur mardi dernier dans le centre-ville de Calais qui a délogé plusieurs dizaines de personnes. Le rythme des expulsions à Calais est assez hors norme. On en est à une expulsion tous les 2 jours pour les personnes exilées vivant dehors. C'est le cas de Mustapha. Il a 17 ans. Ça fait 3 mois qu'il vit à la rue à Calais.
لکه چې هغه خیمه راکړه موږ نه درکوو د خاطر لږ ذره بس اوس سپری وشیندله بس دغه مشکل و په هغه ورځ راته والا احساسات د هغه کو ناامني کوو چې ولې موږ په حتما په نه عمل کې ناستو چې دوی راځي له موږ نه خیمې وړي دا شیان وړي او چېرته چې په هم کې ګرځو د پولیسو مشکل ډېر دي لکه ډیپور سنټر دا نور شیان موږ ته ډېر په عذابوي هره ورځ مړي کشکاږي هره ورځ په عذابوي. Mustapha vit dans ce qu'il appelle la jungle. En gros, c'est quelques fourrés en bordure d'une ancienne forêt déboisées par la mairie pour éviter justement l'installation des personnes exilées. وخت چې څو ټوله کله خو ټوله که چا چې ټوله نه کړه بیا هغه اخلي ټوړې ته نه ځان سره وړي خود نور ځورول دی په تنګول دی چې باید لاړ نه شي سره کسان ځوروي دا یو ځورول دی یو په تنګول دی چې سخته موږ ته سخته تمامېږي چې هره ورځ منډه کوه خو دغه دا شیان ټول کچاله راغله. On a voulu savoir comment se passent ces expulsions. Pour cela, on a rencontré Sandra et Pénélope de l'ONG Human Rights Observers. Leur travail, documenter ces expulsions à Calais et à Grande-Synthe et s'assurer du respect des droits humains pendant les interventions des forces de l'ordre. Ce samedi, on a donc pris la route avec elles. Notre mission, suivre les convois de gendarmes et de CRS pour assister aux expulsions. Il est 8h25 quand le convoi quitte la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, on arrive sur le premier lieu de vie à être expulsé. Là, ils ont déjà déplacé leur tente en amont parce qu'ils savent que la police va arriver. Donc normalement, ils sont plus au fond, abrités contre le mur. Du coup, ils sortent leur tente en dehors du terrain, le temps que le convoi est présent. Il est 8h40 quand les policiers arrivent sur place. Ils constatent que les tentes sont hors du périmètre de cette propriété privée. Tout est donc en règle. Ils prennent quelques photos et repartent. Plus tard, sur un autre lieu de vie, le balai sera le même. Les exilés sont hors de la propriété, délimités par les pierres qu'on voit en bas de l'image. Et les policiers pénètrent sur le terrain, éteignent un feu et viennent vérifier que tout le monde est bien hors du périmètre. C'est le cas. Et donc, ils repartent. Mais pour Sandra, ce type d'intervention relève du harcèlement. Ils vont remettre leur tente tout de suite à l'endroit. Ça, c'est les lieux qui se passent comme ça. Mais en plus, il y a les lieux où ils prennent beaucoup de tentes. Donc ça veut dire que toutes les 48 heures, en fait, ils perdent leur tente. Il faut qu'ils se débrouillent pour retrouver des tentes. Enfin, en fait, c'est une angoisse permanente pour les personnes. C'est de la fatigue morale et psychologique. Enfin, psychologique et physique. Alors, quand les périmètres sont respectés par les exilés, les volontaires de HRO et nous, journalistes, pouvons faire notre travail. Par contre, ça a été moins évident lorsque les gendarmes procèdent à de réelles expulsions. Près du stade de Calais, par exemple, les gendarmes créent un périmètre de sécurité à une bonne centaine de mètres de là où l'expulsion se passe. Ils suivent nos déplacements, impossible donc de s'approcher. Enfin, vous pouvez toujours leur demander avec vous dans votre place, mais c'est pas sympa. Parce qu'en fait, où se passe l'éviction, là? Les alcôves un peu là-bas et derrière aussi par À ce moment-là, un gendarme vient à notre rencontre. On peut avoir vos cartes, s'il vous plaît. Merci. Vous représentez quelle presse? Pour quelle presse vous travaillez? Mediapart. Mediapart, d'accord. Et il revient prendre nos noms, nos prénoms et notre date de naissance pour un contrôle d'identité. Avec le bon IAO, vous pouvez filmer quand vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, vous savez. On est filmé tous les jours par pas mal de personnes. En fin de matinée, sur un rond-point proche de l'hôpital de Calais, cette fois, les gendarmes créent à nouveau un périmètre de sécurité. On les voit là, là et là, qui patrouillent à toutes les entrées possibles. Encore une fois, impossible de nous approcher. Rentrez pas, s'il vous plaît. Restez ici. Et du coup, le périmètre est grand. Qu'est-ce qu'il y a la raison? Le périmètre, il est comme il est. L'opération de police est en cours. Pas de passage pour l'instant. Merci. Impossible de documenter l'opération de police alors? Pas pour l'instant. Même avec une carte de presse? Même avec une carte de presse. C'est pour votre sécurité. Alors,
Alors, que se passe-t-il pendant les expulsions que nous ne pouvons pas couvrir? Est-ce que la police, par exemple, saisit des effets personnels? Pour le savoir, on a attendu l'arrivée de cette camionnette blanche qui a suivi le convoi des gendarmes. À l'intérieur, tentes, bâches, parfois sacs à dos, vêtements, voire même des chaussures qui ont été pris par la police lors des expulsions. Ce jour-là, c'est 150 kilos d'effets personnels en tout genre qui ont été saisis. Les volontaires de HRO notent scrupuleusement tout ce qui sort du camion et quelques minutes plus tard, un jeune exilé vient chercher ses affaires. Le jeune homme rentre dans le container avec des gants pour essayer de retrouver ce qui lui appartient. Mais pour Sandra, tout ça fait partie d'une politique inefficace d'éloignement des personnes exilées. Sur l'année 2020, on a compté 973 expulsions. Donc tous les 2 jours, les personnes se font expulser. Ça montre à quel point ce harcèlement est constant. La violence aussi que ça engendre pour les personnes. C'est pas faire ça qui empêche les personnes d'être présentes à Calais de toute façon. C'est pas ces expulsions qui les empêchent d'être là. Les personnes ne partent pas de Calais à cause des expulsions. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment aussi une stratégie de communication, soit de la préfecture, de la mairie, de l'État en général, de montrer qu'il y a une présence policière, qu'on ne laisse pas s'installer des campements, etc. Sauf que ça donne quelque chose simplement d'absurde et ça résout aucunement le problème. 973 expulsions donc, mais aussi 2826 tentes et bâches saisies, ainsi que 230 sacs à dos. Ce sont les chiffres de Human Rights Observers. Et il compte également 349 arrestations pendant ces expulsions. Et comme on l'a vu, leur travail est rendu assez compliqué par les dispositifs des forces de l'ordre, mais le nôtre aussi. Et les chiffres que tu as donnés, c'est sur 2020. Ils ont compilé les chiffres sur 2020. Alors, signalons qu'un référé liberté a été déposé début janvier par les 2 journalistes Louis Viter et Simon Ami pour enjoindre les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais à laisser la presse travailler. Le tribunal administratif de Lille, il l'a rejeté, ce référé liberté. Après-demain, mercredi 27 janvier, les 2 journalistes seront devant le Conseil d'État pour faire appel de cette décision. Mediapart, la société des journalistes de Mediapart, soutient ce référé liberté. Damien Carême, il y a plusieurs choses dans ce reportage, beaucoup de choses. Des expulsions tous les 2 jours à Calais. On a vu ces effets personnels jetés dans des bennes et je peux vous dire qu'ils sont glacés et humides. On les a vus, on les a sentis. Les bénévoles sur place disent c'est du harcèlement et ces gens, on les a totalement déshumanisés. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement ce que fait l'État. Là comme ailleurs, j'étais à Briançon aussi il y a 3 semaines pour aller voir ce qui se passe à l'entrée en France. On est à peu près dans la même logique avec des policiers qui harcèlent les bénévoles. Ils sont vraiment harcelés, les bénévoles. On les empêche aujourd'hui de faire leur travail sous prétexte du couvre-feu. Ils reçoivent des amendes de 135 € une fois, 135 € une fois et 1500 € la 3e fois, alors qu'ils ont des ordres de service d'un certain nombre d'associations, et notamment là de Médecins du Monde dans cette association Tous Migrants à Briançon. Voilà, c'est du harcèlement, effectivement, organisé par l'État pour jouer, je le disais tout à l'heure, l'épuisement chez les bénévoles, mais aussi chez ces exilés qui arrivent. Et on voit bien que ça ne sert à rien. Macron, à grand renfort de pub, a annoncé qu'il doublait les forces de l'ordre à la frontière italienne pour éviter les entrées. Il n'y a jamais eu autant d'entrées à la frontière franco-italienne. Il y a quasiment autant d'exilés que de policiers qui dorment dans les hôtels de la ville et sont là tout le temps. Mais bien sûr, le budget de Frontex, il est passé de 5 millions à l'origine à 476 millions aujourd'hui. Ça ne change rien et on va encore mettre des hommes supplémentaires et ça ne changera rien. La seule chose que ça change, c'est qu'aujourd'hui, à Calais, pour passer de l'autre côté en Angleterre, il y a des gens qui prennent des small boats. Et il commence à y avoir des gens qui meurent aujourd'hui en traversant le détroit de la Manche aujourd'hui. Et c'est ça qui est grave derrière. Qu'est-ce que ça a, ces politiques-là? Qu'est-ce que ça entraîne, ces politiques-là? Ça fait que le trafic d'êtres humains, des passeurs, puisque c'est ça qui fait les passeurs aujourd'hui, le trafic d'êtres humains est le 3e trafic international après les armes et la drogue. Parce que le coût du passage a énormément augmenté. Moi, à Grande-Synthe, en 2015, on me disait le passage en Angleterre, c'est 800 € le passage garanti. Aujourd'hui, c'est entre 10 et 14 000 € le passage garanti. Voilà ce que ça provoque, ces frontières que l'on met, ces murs, ces rideaux de gendarmes, de CRS qu'on met à la frontière. Voilà, c'est toute l'efficacité de cette politique-là. Donc changeons de politique, dépensons beaucoup moins d'argent à faire de la répression et à empêcher ces gens en organisant cet accueil. Et puis voilà, il y a des choses qui sont sur la table aujourd'hui et il faut qu'on étudie tout cela. Un petit mot sur ce qu'on a vu, l'impossibilité réelle, en réalité, quand il y a de véritables expulsions, quand les tentes sont vraiment enlevées, pour nous de travailler. Oui, c'est une nouvelle aussi politique.
Nous, c'est arrivé une fois à Grande-Synthe, à l'époque où j'étais maire, où effectivement les gendarmes, enfin les forces de l'ordre, ont empêché à la presse d'y aller. À l'époque, moi, quand il y avait une expulsion d'un lieu, j'avais ouvert un gymnase. Quand il y a eu des expulsions dans la zone naturelle, moi, j'avais ouvert un gymnase. Et ce qu'on souhaitait, c'est que tout le monde intègre le gymnase et qu'on n'ait pas comme ça des lieux partout. C'est vrai aussi pour les associations, faciliter le travail, etc. Donc, mais j'ai été informé qu'effectivement la presse n'avait pas pu y aller, et j'étais aussi informé que les associations avaient été mises à l'écart. Et là, moi, je suis intervenu auprès des forces de l'ordre en disant mais vous pouvez pas travailler comme ça. Donc ça a été rétabli. Comme le maire de la commune, il était présent à l'époque, ça a été, ça a résolu les choses, mais c'est pas le cas partout. Qu'est-ce qui se passe C'est plus le cas d'ailleurs à Grande-Synthe aujourd'hui. C'est plus le cas d'ailleurs, on va en parler justement. Je voulais vous poser exactement cette question. Il y a désormais aussi à Grande-Synthe des expulsions régulières. Je voudrais vous montrer cette image prise par un photographe, Abdoul Sabour. C'était ce 21 janvier. 2 enfants dont le campement de fortune vient d'être démantelé à Grande-Synthe, dans votre ancienne ville. Pourquoi ça se passe comme ça maintenant dans votre ancienne ville, sachant que c'est votre ancien premier adjoint, un socialiste, Martial Bayer, qui est maire maintenant? Oui, il avait toujours été d'accord avec notre politique d'accueil. À partir du moment où il a assumé la responsabilité, il s'est réfugié derrière la volonté du préfet. Et aujourd'hui, il dit, moi je suis prêt à ouvrir un gymnase, mais il faut que l'État soit d'accord pour le faire, et l'État n'est pas d'accord. Mais l'État sera jamais d'accord. Donc c'est du cynisme de dire ça et de tenir ses propos aujourd'hui. Donc il est cynique, le maire qui vous a... Il est cynique, il est complètement cynique, parce que cette photo, je l'ai vue, je suis allé il y a 3 semaines là-bas. J'ai revu ce que j'avais vu en 2015 sur ma commune, ce qui a fait que j'ai créé le camp avec Médecins sans frontières. Et ben c'est les mêmes situations que ça. On ne peut pas laisser ces enfants, on ne peut pas laisser même des adultes vivre dans cette situation-là, dans une ville comme celle-là. J'ai prouvé que c'était possible, on n'a pas ruiné la ville, on n'a pas remis en cause de politique locale, c'est un choix politique délibéré de mon successeur, et j'en suis bien malheureux, et je reçois tous les jours des courriers aussi d'habitants de la ville qui sont bien malheureux de ces choix-là. On va même regarder un peu en détail ce qui s'est passé encore récemment. Cette photo prise le 29 décembre 2020 par le photojournaliste, cette fois Louis Viter. On voit cet agent d'une société de nettoyage mandaté par la préfecture qui lacère après l'évacuation les tentes des migrants. Et ces derniers mois à Grande-Synthe, il y a eu l'évacuation d'un gymnase, des sanitaires pour les migrants qui ont été enlevés par la mairie. Et donc ces évacuations, c'est radicalement différent en effet de la politique que vous avez menée. Et de ce que j'ai su, puisque j'ai eu le journaliste, c'est qu'il y avait quelqu'un dans la tente. Et il y a des propos qui ont été tenus par cette personne qui lacère la tente, en disant qu'il allait faire une décapotable. Une décapotable? Oui. C'est-à-dire? C'est qu'il allait faire comme si la personne qui était à l'intérieur, elle allait maintenant rouler en décapotable, en voiture décapotable, parce qu'il lui ouvrait la tente. Et on est allé rencontrer le sous-préfet de Dunkerque pour lui demander pourquoi ces gens agissaient comme ça, masqués, et lacéraient les tentes. Et il n'a pas répondu, le sous-préfet de Dunkerque. Voilà. Donc c'est la société Ramery, j'en fais la publicité. Qui est mandatée par la préfecture. Qui est mandatée par la préfecture, mais on peut être mandaté à un moment et refuser de faire des choses abjectes. Voilà, c'est tout. C'est aussi de la conscience professionnelle qu'ont ces personnes-là et ces entreprises-là. Donc le message est envoyé, je crois, à votre successeur, en tout cas à Grande-Synthe. Petite question, vous avez créé un réseau des maires solidaires. Vous êtes combien aujourd'hui? Et est-ce que finalement, face à cet état inflexible, vous arrivez à susciter des initiatives pour faire des choses comme vous aviez fait à Grande-Synthe à l'époque? Oui, c'est aussi un réseau de soutien, c'est un réseau de pression. Il y a 44 communes, il y a 3 régions aujourd'hui, il y a 2 départements. On a notre assemblée générale vendredi. Voilà, et il y a d'autres. C'est facile d'être solidaire en ce moment? Oui, c'est facile. Oui, c'est facile. En fait, tout repose dans cette question-là sur l'imaginaire, sur les récits qu'on peut faire. Nous, ce qu'on a fait quand on est à Grande-Synthe, et c'est ce qui se passe dans plein de villes, quand on accueille réellement, quand on met en relation les populations accueillies et les populations accueillantes, tout se passe merveilleusement bien. Et d'ailleurs, en France, où on va faire des reportages, où la presse va dans des endroits, Calais, à Grande-Synthe, à Nantes parfois, à Paris, quand l'accueil n'est pas suffisant, mais il y a plein de lieux où il y a eu des centres d'hébergement et où ça se passe à merveille en France. Eh bien oui, moi je pense que ça c'est possible de le faire. Et il y a un certain nombre de villes qui vont arriver, qui ont pris des délibérations pour intégrer l'association nationale, dont Lyon, et c'est quand même symbolique, puisque quand même Gérard Collomb, qui avait été pour moi le ministre de l'Intérieur le plus cynique, lui aussi, puisqu'il m'avait dit, quand je l'avais vu en entretien en septembre 2017, ouvrez les guillemets, on va leur faire passer l'envie de venir chez nous, fermez les guillemets. Ça, c'était les propos d'un ministre de l'Intérieur sur la politique migratoire qui allait être mise en ville. Socialiste. Enfin, la République En Marche, puisqu'à cette époque-là, il était la République En Marche. Ancien socialiste. Donc, voilà. Et c'est mettre en réseau ces collectivités, montrer qu'on peut faire de l'accueil sans soulèvement de population, sans pétition, sans
sans rien, sans de générations identitaires qui vont faire montrer leurs muscles quelque part. Voilà, c'est ça qu'on cherche à faire. C'est un rapport de force et c'est aussi bientôt créer ce réseau européen, puisqu'il y a des réseaux comme cela en Allemagne, en Belgique, en Italie. C'est fédérer ces réseaux. Petite question politique pour terminer. Il y a des élections évidemment qui arrivent bientôt, notamment en 2022, la présidentielle. Est-ce que la gauche en 2022, dans son ensemble, ou en tout cas une grande partie de la gauche, va dire à nouveau, si on veut gagner, il faut avoir des politiques ultra sécuritaires, il faut continuer finalement les politiques qui sont menées. Est-ce que c'est pas ce qui nous pend déjà au nez? Si la gauche dit ça, je vois pas pourquoi on fait une alternative, pourquoi on joue l'alternance. Laissons ceux qui sont au pouvoir faire le sale boulot. Si on n'a pas une autre proposition politique, notamment pour les migrations, je ne vois pas ce qu'on a à faire au pouvoir. Je ne vois pas comment on va changer le quotidien des habitants. Vous savez, moi je suis un écologiste et je pense que dans la crise écologique, dans la crise climatique qu'on vit aujourd'hui, il y a la crise migratoire. Enfin, la crise, c'est pas une crise migratoire, hein. C'est structurel, c'est pas conjoncturel la migration, c'est structurel, c'est depuis toujours et ça durera toujours. Et ça va continuer avec la crise climatique. Ça va s'amplifier. Et donc, c'est quelque chose à intégrer. Et donc, intégrons-le dans nos politiques publiques. Et c'est pas une calamité, c'est une chance parfois d'avoir cet apport extérieur. On le voit bien et toute l'histoire de l'humanité nous le raconte parfaitement. Donc, voilà, et j'espère bien que la gauche s'emparera et aura vraiment une alternative aux politiques qui sont menées par la droite depuis très longtemps dans ce pays. Vous espérez, mais même, vous pensez que ce sera le cas? J'espère bien. Enfin, en tout cas, moi j'y contribuerai et si je ne m'y retrouve pas, je le dirai. Merci Damien Carême, vous êtes eurodéputé écologiste, ancien maire de Grande-Synthe, dans le Nord, merci d'avoir été avec nous pour cette émission spéciale sur les différentes dimensions de cette crise migratoire, enfin cette question migratoire partout en Europe et en France. Vous restez avec moi si vous voulez bien pour le 24 heures. Si vous n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, petite séance de rattrapage, mais abonnez-vous, vous le savez, le journal ne vous informe que grâce aux abonnements. La crise sociale d'abord avec ce reportage de Redija Zerouali. Notre journaliste s'est rendu à Avallon dans l'Yonne où l'usine du leader mondial du roulement mécanique SKF va fermer et laisser sur le carreau ses 141 salariés. Leur combat est celui de toute une ville rurale et populaire contre une multinationale qui affiche de bons résultats. Romaric Gaudin nous parle du rapport annuel de l'ONG Oxfam consacré aux inégalités. Il souligne combien la crise sanitaire a creusé les différences entre les plus pauvres et les milliardaires. La France est un des pays qui a le mieux protégé ses milliardaires. 150 ans après, décidément, la Commune de Paris fascine encore. Pour cet anniversaire, Joseph Confavreux chronique un livre intitulé La Commune de Paris 1871. 35 chercheurs retracent minutieusement la réalité de l'événement et les controverses politiques et historiographiques qu'il continue de susciter. Voilà, à l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain. Bonne soirée, prenez soin de vous.